Bonjour, je suis Dr Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes des sciences politiques. Donc la politique, c'est la science ou l'art de réglementer et de distribuer les biens et les services partagés entre un groupe particulier qui sont définis par une frontière particulière. Donc cette politique, elle a pour origine quatre forces qui vont toujours influencer comment ces ressources-là sont distribuées entre les gens. D'abord, on a le pouvoir de coercion, c'est-à-dire le pouvoir de forcer les gens à faire quelque chose, soit par des amendes, ou des arrestations, ou des emprisonnements, etc. Et il peut aussi même obliger d'autres sociétés étrangères à se conformer par l'utilisation de ce qu'on appelle les armées. Face à ça, on a un deuxième pouvoir qui va contrôler comment ces ressources-là sont distribuées entre les gens. Et donc ça, c'est le pouvoir financier qui va contrôler qui va obtenir plus ou moins d'argent et aussi qui va contrôler par le biais de l'argent dont il a le pouvoir de coercion ainsi que les autres pouvoirs dont on va parler. Donc en fait, le pouvoir financier, il peut contrôler tous les autres pouvoirs. Le troisième pouvoir qui va agir sur comment les gens vont se partager les ressources, c'est le pouvoir légal. C'est-à-dire, c'est les lois qui vont être faites dans un endroit particulier, qui vont permettre ou interdire des choses particulières dans une société, et ils vont donc réglementer son activité économique, sa vie publique, ses affaires familiales, et parfois même ses affaires personnelles. Et la quatrième force qui va influencer comment ces ressources-là sont partagées entre les gens, c'est le pouvoir d'influence, on va dire l'influence mentale, c'est-à-dire que c'est le pouvoir qui va influencer déjà ce que les gens savent et ne savent pas, et ainsi influencer leur choix politique, le choix des dirigeants qu'ils vont soutenir, ou le choix de se rebeller contre des dirigeants, etc. Et donc cette influence, elle va se manifester en plusieurs manières. Par exemple, ça peut être des écrits, des chansons, des médias sociaux, des films, des livres, ainsi que des manifestations telles que les grèves, les émeutes, les marches, les désobéissances civiles, etc. Ou ça peut être de la propagande aussi, donc à distorsion partielle ou complète des faits, et ainsi de suite. Donc ces quatre pouvoirs, ils vont varier en fonction du leadership politique ainsi que des facteurs environnementaux. Donc parlons un peu du leadership politique et comment il est influencé par ses pouvoirs et comment lui-même il influence ses pouvoirs. Donc qu'est-ce qui fait qu'un leader devient un leader en fait? Donc il y a des traits de personnalité, donc psychologiquement il y a des traits de personnalité qui vont prédisposer quelqu'un au leadership. Et donc les bons et les mauvais leaders, ils partagent quatre traits. Déjà, ils ont tous confiance en soi, ils ont tous un certain degré d'intelligence et de détermination pour arriver à leur but, et ils ont une haute capacité sociale. Ils sont capables d'un bon contact humain avec les gens, etc. Ce qui différencie les bons leaders, c'est un trait de personnalité de plus, c'est l'intégrité. Alors que les mauvais leaders ou les dictateurs, ils ont un autre trait et qui les différencie, qui est en fait le narcissisme. Narcissisme qui est en fait d'imaginer qu'on est supérieur à tout le reste des gens et que le reste des gens, ils sont là pour nous servir. Voilà, je fais ça de manière très simple, mais c'est en gros le narcissisme. Et en fait, le narcissisme, d'ailleurs, il est alimenté par une insécurité intérieure. Bref, donc ces dictateurs, ils vont avoir une tendance au narcissisme qui va conduire à la malhonnêteté, la manipulation, le mensonge, etc. Donc il faut savoir que la plupart des gens ne possèdent pas les traits de leadership et donc ils vont préférer plutôt suivre des leaders, soit activement les suivre, soit juste passivement les suivre tant qu'ils sont là, ok on les suit. Et c'est pour ça qu'il y a presque jamais de société sans chef, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des traits de personnalité de leader et qui vont émerger en tant que leader. Il y aura toujours des gens qui sont là pour les suivre. Donc aucun leader ne va diriger seul, mais il va le faire à travers des cercles d'influence. Déjà un cercle rapproché de gens qui vont entourer le leader et qui croient dur comme fer en son idéologie et en sa légitimité, et donc ils vont projeter son pouvoir et exécuter son pouvoir en fait.
Et aussi, on a le cercle des bénéficiaires qui sont influents. Donc, c'est les gens qui vont bénéficier de ce système et qui ont soit un pouvoir de coercion, soit comme des commandants ou comme des gens qui ont des milices, etc. Ou qui ont un pouvoir financier, comme des banquiers ou des chefs d'entreprise ou l'aristocratie dans l'Europe au Moyen-Âge, ou qui ont un pouvoir d'influence mentale, comme des prêtres, des poètes, des journalistes, qui vont vivre aux dépens de ce système. Et ils vont, en fait, tout ça, ils vont maintenir le pouvoir du leader aux sympathisants, qui croient en le leader, mais qui n'ont pas beaucoup de bénéfices. Et ils vont aussi maintenir le pouvoir du leader au reste de la population, avec ou contre son gré. Maintenant, comment ces leaders vont former des groupes politiques et comment ces groupes politiques vont interagir les uns avec les autres? Ben, il y aura toujours l'effet de l'environnement qui va avoir un effet profond sur le système politique. Donc déjà, comme on en a parlé dans la vidéo de l'histoire, il y a des éléments géographiques et climatologiques facilitateurs et inhibiteurs. Et ceux-là, ils vont affecter un peuple donné jusqu'au moment où, jusqu'à ce que ce peuple se crée une propre idée de lui-même. Soit ça peut être par exemple un complexe de supériorité ou au contraire un complexe d'infériorité. Ils peuvent s'identifier comme un peuple missionnaire, ils peuvent s'identifier comme un peuple commerçant ou comme des conquérants, etc. Et donc ça va par conséquent avoir une influence sur les types de leaders politiques qui vont émerger. Et ça peut conduire à des systèmes politiques sensiblement différents à des moments différents de leur histoire. Et donc ces leaders-là, ils vont bien sûr gérer leur groupe, mais ils vont aussi interagir avec d'autres sociétés pour partager des ressources communes par voie de diplomatie. Donc ils vont essayer d'avoir le plus possible, tout en respectant le désir de l'autre d'avoir aussi, et donc ils vont plus ou moins négocier pour coexister. Par contre, il y a toujours, en fonction du leadership et de leur mentalité, etc., il y aura toujours la possibilité qu'un des groupes, voire même les deux groupes, ne soient pas contents et ils veulent plus que de ressources que ceux qu'ils ont. Et donc, ils vont essayer de les prendre à l'autre groupe, aux dépens de l'autre groupe. Bien sûr, si l'autre groupe résiste, il peut y avoir la guerre. Et donc, la guerre étant, comme on a établi dans le principe de l'histoire, coûteuse en gens et en ressources, etc., elle devient de moins en moins, les guerres ouvertes et mondiales deviennent de moins en moins utilisées pour avoir plus de ressources, surtout de l'autre groupe. Et donc, il y a une troisième méthode qui est de plus en plus maintenant utilisée par les groupes forts. C'est la méthode de remplacement, c'est-à-dire, au lieu d'aller envahir un pays, on va juste remplacer le leadership politique de ce pays pour qu'il soit plus en faveur de nous et qu'il nous donne plus de ressources. Et donc celle-là, elle est de plus en plus répandue parce qu'elle est moins coûteuse en ressources et parce qu'elle est plus sournoise. Donc il y a toujours ce qu'ils appellent en anglais deniability. On peut toujours nier qu'on ait fait quoi que ce soit. Et donc lorsque ces leaders des peuples plus faibles sont remplacés, donc les dirigeants qui sont mis à la tête de ces sociétés-là seront toujours au service du système politique plus fort ou du régime plus fort qui les a mis en place. Et donc ce sera toujours aux dépens de leur propre société. Maintenant, quels sont les systèmes politiques qui peuvent émerger de ces conditions environnementales et des types de leaders dont on vient de parler? Eh bien, on peut les classer en deux grandes catégories, les autocraties et les démocraties. Donc les autocraties, elles vont commencer par une seule personne qui est à la tête d'un régime et après ça va évoluer en dynastie héréditaire où le leadership va être transmis aux enfants ou à la famille du leader et ça va continuer comme ça. Et donc les autocraties, elles peuvent être en fait plus efficaces que les démocraties pour produire des décisions, produire des résultats, des actions et faire avancer les choses. Par contre, la nature même de ces décisions, elle va tendre à refléter de manière très rapprochée les traits de personnalité de leurs leaders. Donc s'ils ont de bons leaders, ça peut engendrer de bonnes décisions, un bon
une bonne production et distribution des ressources pour leur société, ainsi que probablement même un bon bénéfice pour les autres sociétés. Ça peut aussi être bénéfique pour leur société au détriment d'autres sociétés. Cependant, dans la plupart des cas, ce type d'autocratie, il va avec le temps virer vers l'enrichissement du leader et de ses cercles rapprochés au détriment des citoyens. Et il va tendre vers l'agression et la malhonnêteté envers les autres sociétés. Et bien sûr, cela va durer jusqu'à ce qu'un élément environnemental ou technologique ou idéologique change et qui devienne un tournant dans l'histoire, qui va créer une opportunité pour que d'autres leaders émergent et qu'ils rassemblent assez des forces dont on a parlé, donc la force de coercion et ou la force financière et ou la force d'influence et ou la force légale, pour pouvoir lancer un changement de ce système qui peut être pacifique ou par une révolution et qui peut transformer ce système soit en une démocratie, soit en une autre autocratie avec des gens différents. Et donc maintenant parlons des démocraties. Donc les démocraties sont les systèmes politiques où le peuple est consulté, plus ou moins, dans des décisions importantes et plus ou moins parfois aussi dans le choix du leader. Et donc celles-ci, ces démocraties, elles peuvent être plus bénéfiques parce qu'elles vont refléter les besoins et les intérêts des citoyens qui émettent qui sont consultés. Et donc ils peuvent exprimer leurs opinions par le biais d'initiatives, de référendums, d'élections, de représentants et de leaders, etc. Par contre, elles peuvent souffrir d'une baisse d'efficacité, elles peuvent être moins efficaces à donner des résultats et à donner de l'exécution que les autocraties, parce qu'il y aura toujours beaucoup plus de consultations, il y aura toujours quelqu'un qui dira non, je suis pas d'accord, etc. Elles peuvent aussi être vulnérables on peut appeler ça le piratage, par l'influence, par les agents d'influence, qui vont, par le biais de l'information ou de la malinformation, emmener les citoyens à faire des choix mal informés, qui vont à l'encontre de leur intérêt, et qui seront plutôt en train de servir les intérêts de ceux qui ont ce pouvoir d'influence ou de ceux qui ont le pouvoir financier, qui est en train de payer ce pouvoir d'influence. Donc voilà, la probabilité de piratage est réelle dans ces systèmes. Donc maintenant, parlons de comment ces systèmes gouvernent, en fait. Et donc, ces systèmes politiques, ils ont besoin d'institutions pour gouverner. Et donc, quelles sont ces institutions? Donc, les institutions sont là pour appliquer la vision de ce système politique. Et donc, ça peut inclure des organes législatifs, tels que des parlements et des congrès, qui vont promouvoir ou promulguer des lois, qui vont traduire la vision politique du leader ou du leadership. Après, on aura des organes exécutifs qui vont valider ces lois et qui vont les utiliser pour justement allouer ces ressources partagées et les réglementer et les distribuer, ainsi que des organes judiciaires comme les tribunaux et les cours suprêmes, qui ont deux rôles. Déjà, ils vont résoudre les divergences par rapport aux lois qui ont été promulguées et dire qui a raison et qui a tort, si les gens ont une différence par rapport à ça. Et aussi, elles vont essayer de maintenir les lois qui sont promulguées par le législatif dans les grandes lignes de la vision de ce système politique. Et ces grandes lignes, elles sont en général codifiées dans un document court qu'on appelle la Constitution. Il faut savoir que dans les autocraties, ces branches du gouvernement ou ces institutions sont toutes contrôlées par l'autocrate. Et bien sûr, après plusieurs années et plusieurs siècles d'essais et d'erreurs, les sociétés ont tenté d'empêcher justement ce contrôle absolu du pouvoir en faisant ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, où chaque institution de ces trois institutions va être régulée avec les autres institutions. C'est ce qu'on appelle les contrôles et les contrepoids. Juste pour finir sur les institutions, les leaders politiques, ils peuvent aussi former ce qu'on appelle des partis politiques, qui sont aussi d'autres institutions, dont ils ont pour but d'amplifier leur pouvoir d'influence, pour avoir plus de partisans et pour avoir plus de pouvoir pour pouvoir gouverner.
D'autres outils et institutions politiques peuvent inclure des groupes de réflexion, des think tanks, des groupes de pression, des syndicats de guildes de travailleurs, etc. Et qui tous ont des pouvoirs financiers et des pouvoirs d'influence sur ces trois institutions et sur les gouvernements et aussi sur les citoyens. Maintenant, comment peut-on évaluer les performances des différents systèmes politiques? Quels sont les leviers et les principes sur lesquels on peut se baser pour mesurer leur performance? Donc, la performance d'un système politique va se mesurer par deux choses: l'efficacité de la distribution des ressources et l'équité avec laquelle il va distribuer les ressources, c'est-à-dire s'il va être équitable ou pas. Donc, différents systèmes ils vont exercer plus ou moins de contrôle sur plusieurs leviers. Mais là, je vais en citer trois leviers qui me semblent les plus importants. D'abord, le contrôle régional, c'est-à-dire la gestion, elle peut être complètement centralisée, où l'État central, il va dire à toutes les régions comment ils doivent distribuer leurs ressources. Et donc ça offre comme avantage plus de standardisation de cette distribution, c'est-à-dire elle sera distribuée de la même manière partout. Mais alors, elle manquera de flexibilité qui est nécessaire aux régions de s'adapter à leur réalité, surtout si elles sont dans des environnements différents, environnements géographiques, environnements humains différents, etc. La décentralisation, d'un autre côté, ou la fédération, elle va donner beaucoup plus d'autonomie aux régions pour gérer leurs ressources. Cependant, elle peut souffrir de redondance et de bureaucratie parce qu'on aura un gouvernement central plus des gouvernements fédéraux qui vont aussi promulguer des lois, etc. Et on aura parfois un manque d'uniformisation des lois et des règlements, c'est-à-dire que la manière avec laquelle les ressources sont distribuées dans un endroit est différente d'un autre, et les gens peuvent percevoir ça comme une injustice. Deuxième levier qu'on peut utiliser pour évaluer la performance des systèmes, c'est leur capacité à contrôler les services partagés. Par service partagé, on peut avoir une définition assez large, c'est-à-dire que tout ce qui peut toucher plein de gens en même temps, on va dire. Donc certains États, ils vont avoir un contrôle très serré, voire même nationaliser certains services, comme la fabrication d'armes, ou la production d'énergie, ou les services publics, ou par exemple l'assurance maladie, l'éducation, l'enseignement, etc. Alors que d'autres États, ils vont aller de l'autre côté et complètement sous-traiter la plupart de ces services à des compagnies de ce qu'on appelle le secteur privé. Et donc ces compagnies-là, elles peuvent aussi finalement se manger les unes les autres et après monopoliser un secteur. Et donc on va se retrouver en manque de concurrence. Et donc dans les deux cas, si l'État s'accapare certains services, il y a un manque de concurrence. Et donc ça va conduire à la baisse de l'innovation, ça va décourager l'innovation parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi le faire. Et ça peut réduire l'efficacité des services dans ces entités, qu'elles soient publiques ou privées. Donc en fait, le point important ici, c'est pas que ce soit l'État ou le secteur privé qui est un secteur, c'est qu'il y ait monopole ou pas, parce qu'à chaque fois qu'il y a un monopole, il n'y a aucune raison pour que l'innovation soit toujours au bas de son plein et le désir du consommateur soit mis en priorité, etc. Troisième levier pour juger la performance d'un système, ce sera la manière avec laquelle ils vont contrôler l'économie. Donc les États qui exercent un fort contrôle sur l'économie d'un côté du spectre, ils vont interdire carrément les entreprises privées ou parfois les limiter, ou ils vont nationaliser certains secteurs, comme on vient de le dire. Et bien ceux-là, ils vont tendre à perdre l'efficacité que le marché libre apporte. Et donc, ils vont conduire aux gens, ils vont forcer les gens à trouver des alternatives illégales, parallèles, ce qu'on appelle les marchés noirs. Marchés noirs, bien sûr, qui ne peuvent avoir lieu que si les fonctionnaires de l'État qui savent où ils sont ferment l'œil, mais ils doivent être corrompus pour ça, donc ça va conduire à la corruption des organes de l'État. A l'inverse, les systèmes qui sont complètement vers le marché libre, ils sont beaucoup plus efficaces pour produire des biens et des services innovants à des prix inférieurs et un choix plus large, mais s'ils sont mal réglementés, ils peuvent être piratés, c'est-à-dire ils peuvent conduire à la manipulation du marché par
des entreprises qui sont dominantes et qui vont devenir dominantes en achetant d'autres entreprises, ce qui va conduire à réduire la concurrence loyale et il va encore une fois amener à l'inefficacité et au monopole. Et donc, on voit ici qu'il est possible de faire un très bon système politique, mais il est possible de corrompre un système politique. Et donc, quels sont les principes par lesquels les systèmes politiques vont être corrompus? Bah déjà, la corruption politique, elle va entraver considérablement les performances de ce système à distribuer les ressources de manière efficace et équitable. Et il faut savoir qu'il y aura toujours certains individus ou entreprises ou entités politiques, qu'elles soient dans cet État ou dans un État étranger, qui vont toujours chercher des moyens de corrompre ce système pour s'en servir de manière disproportionnée pour avoir plus que voilà, ce à quoi ils ont droit. Et donc, des exemples de corruption peuvent inclure des pots de vin, peuvent inclure le favoritisme, ils peuvent inclure l'exploitation des lacunes des lois et des réglementations pour essayer d'avoir plus de ressources pour soi-même, peut inclure aussi la propagande ou l'ingérence dans les élections ou la triche dans les élections et ainsi de suite. Il y a plusieurs manières de corrompre un système politique. Et même si un système politique n'est pas, entre guillemets, corrompu de manière active, bah, en fait, il va, avec le temps, vieillir. Et donc, les systèmes politiques, ils peuvent être corrompus juste par leur âge. Et ça se traduit par le refus de s'adapter aux changements technologiques ou aux changements humains de ce qui se passe autour d'eux. Et ils vont toujours opérer comme ils ont opéré il y a 20, 30, 40, 50 ans. Ça va conduire au manque d'investissement dans la rénovation du système, au manque d'investissement dans les fonctionnaires du système qui seront toujours en retard sur ce qui se passe dans le monde, et du manque bien sûr de réinvention même du système. Et donc ça va conduire à des institutions qui sont archaïques et où rien ne marche en fait. Et donc il faut savoir que aucun système donc n'est à l'abri de la corruption, ça c'est numéro 1. Et numéro 2, les performances de tout système vont diminuer avec le temps. Il va devenir de plus progressivement archaïque, etc. Comme un système mécanique ou comme toute machine. Avec le temps, cette performance, elle va diminuer. Donc, il y a un besoin constant pour remettre à jour les systèmes politiques et corriger leurs vulnérabilités pour qu'ils soient toujours à jour et toujours performants. Et avec ça, on arrive à la fin de la vidéo sur les principes de politique. J'apprécierai vos commentaires et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci beaucoup.